à toutes et à tous et bienvenue au deuxième épisode du balado En famille présenté par le Comité de droit de la famille et de la jeunesse de l'UQAM. Le présent épisode va porter sur le droit de la jeunesse, sur les enjeux en fait qui entourent la commission Laurent qui s'est terminée récemment et sur le rôle de l'avocat de l'enfant dans les instances en protection de la jeunesse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la commission Laurent, elle a été instaurée en fait suite au décès de la fillette de 7 ans à Granby le 30 avril 2019. Cette tragédie a fait le tour des médias, des réseaux sociaux et elle a amené plusieurs inquiétudes quant au système de protection de la jeunesse. C'est pourquoi le 30 mai 2019, le gouvernement du Québec a mandaté la commission Laurent pour entreprendre une réflexion sur les services de protection de la jeunesse, sur la loi de la protection de la jeunesse, sur les tribunaux, les rôles des services sociaux et entre autres pour examiner l'évolution au cours des 40 dernières années du droit de la protection de la jeunesse. Elle s'appelle la commission Laurent parce que sa présidente est Madame Régine Laurent. Plusieurs intervenants, plusieurs acteurs du système de justice ont déposé divers mémoires et ont témoigné finalement à la commission Laurent entre le octobre 2019 et mai 2020. On attend maintenant le rapport de la commission qui s'est terminé en mai 2020 finalement. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, nous recevons Maître Catherine Brousseau qui a témoigné 2 fois à la commission Laurent. Elle a témoigné une première fois en novembre 2019 sous un chapeau de présidente du groupe d'experts en droit de la jeunesse du barreau du Québec et elle a témoigné une deuxième fois en mai 2020 pour le bureau d'aide juridique de Drummondville. Donc, Maître Brousseau, comme je viens de le dire, travaille à l'aide juridique à Drummondville et représente les enfants dans les instances en protection de la jeunesse. Donc, sans plus attendre, voici le deuxième épisode du balado En famille. On peut peut-être commencer, si vous voulez vous présenter votre parcours, qu'est-ce qui vous amène à l'aide juridique, puis peut-être le contexte de votre témoignage à la commission Laurent, finalement. Ben, en fait, tout d'abord, moi, je suis diplômée de l'Université Laval. J'ai commencé là, mes études en 1995 et puis finalement, là, j'ai obtenu mon barreau en 1999. À cette époque-là, j'ai commencé comme avocate en pratique privée. Donc, j'étais dans un bureau à mon compte où je pratiquais principalement en droit civil, en droit familial et en droit de la jeunesse aussi. Par la suite, en 2008, je me suis joint au bureau d'aide juridique là, de Drummondville, où là, je me suis ramassée à plaider de façon plus presque exclusivement en droit de la jeunesse. Là. Je faisais autre chose, mais beaucoup plus du droit de la jeunesse. Et c'est sûr que c'est à partir du moment où je suis arrivée à l'aide juridique aussi, j'avais déjà représenté des enfants par le passé, c'est certain, là, à plusieurs reprises, mais comme avocate en jeunesse à l'aide juridique, là, je me suis mise à avoir beaucoup plus de clients qui étaient des enfants. Et donc, c'est comme ça là, Et là, ça fait déjà, donc, depuis 2008 que je suis à l'aide juridique. Ce qui m'a amené finalement à témoigner à la commission Laurent. Premièrement, j'ai témoigné à 2 reprises à la commission Laurent, sous 2 chapeaux. La première fois, c'était la date exacte. Attendez un petit peu, je pense. Bon, en novembre 2019, dans le fond, ça a été la première fois où je suis allée à la commission Laurent. À ce moment-là, c'était à titre de présidente là, du groupe d'experts en droit de la jeunesse du barreau du Québec. Et la deuxième fois, c'était le 20 mai dernier, via Zoom ou Teams, là, je ne me souviens plus quelle des plateformes. Et à ce moment-là, c'était à titre là, de représentante là, de la Commission des services juridiques, là, qui est l'organisme, évidemment, qui chapeaute l'aide juridique. Alors, c'est dans ce contexte-là, à 2 reprises, là, que j'ai pu témoigner devant la commission. C'est sûr que la première fois, c'était plus dans un contexte, comme je vous dis, où je représentais le barreau du Québec, qui a pour mission de protéger le public. Donc, on avait peut-être des enjeux un peu plus larges, tandis que comme représentante de la Commission des services juridiques, c'était un témoignage qui était beaucoup plus terrain, beaucoup plus axé sur, à ce moment-là, la représentation des enfants lorsqu'on est un avocat à l'aide juridique. Justement, sur la représentation de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle en tant qu'avocate à l'aide juridique pour représenter les enfants par rapport aux différents mandats que vous pouvez avoir?
Mhm. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la loi sur la protection de la jeunesse s'applique à tous les enfants de 0 à 18 ans. Euh, en fait, à tous les enfants qui sont visés là, par la loi sur la protection de la jeunesse, pas tous les enfants du Québec, mais ceux qui sont visés par la loi de la protection de la jeunesse, bien évidemment. Et peu importe leur âge, les enfants sont représentés par avocat. Donc, on peut avoir des clients qui viennent de naître, qui ont une journée ou deux, comme on peut avoir des clients qui ont 14, 15, 16, 17 ans. Donc, évidemment, à ce moment-là, notre mandat est différent. Ce n'est pas l'âge de l'enfant qui détermine quel type de mandat on fait, mais c'est sûr que c'est un des facteurs qu'on regarde. Je vous dirais qu'en règle générale, souvent, quand on représente des enfants, par exemple, qui vont avoir, je vous dirais, 5, 6 ans et moins, c'est souvent dans ce contexte-là qu'on va avoir, nous, ce qu'on appelle un mandat légal. Un mandat légal, c'est qu'à ce moment-là, notre rôle, c'est de s'assurer que les droits de l'enfant sont respectés, que toute la preuve est faite pour permettre d'avoir l'éclairage le plus large possible pour que le juge puisse prendre la meilleure décision dans l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est un rôle qui, à première vue, peut apparaître plus facile parce qu'on se dit, bon, on est là, on protège les intérêts de l'enfant, on pose peut-être quelques questions, mais je vous dirais que c'est souvent le rôle le plus difficile parce que c'est celui où on a une plus lourde responsabilité, celle de parler avec les gens qui côtoient l'enfant, de s'assurer que la preuve qu'on recueille, elle est exacte. Et là, il y a différentes façons, je dirais, de faire ce mandat-là. Moi, je suis assez proactive quand je fais ce type de droit-là, c'est-à-dire que moi, je vais voir les enfants dans les familles d'accueil. Parfois, je vais les voir dans leur milieu naturel. Des fois, je vais les voir à l'école, je les rencontre à mon bureau. Je peux parler des fois avec les familles d'accueil, avec des gens de leur famille qui les connaissent, des grands-parents. Donc, je pense que le rôle, il peut être très actif si on veut bien le faire puis si on le souhaite. Donc, c'est important. Ensuite, on a la tranche d'âge qui est peut-être un petit peu plus difficile, je vous dirais, qui est peut-être de 6 à 11, 12 ans. Parce que dans cette tranche d'âge-là, il faut s'adapter beaucoup parce que les enfants n'ont pas tous la même maturité. Certains ont des réalités de vie plus dures que d'autres. Beaucoup ont plusieurs diagnostics, que ce soit de déficit d'attention, de troubles du spectre de l'autisme. Beaucoup prennent de la médication. Donc, dans cette catégorie d'âge-là, parfois on a des mandats légaux, parfois on a des mandats conventionnels, c'est-à-dire où là, l'enfant est capable de nous nommer qu'est-ce qu'il souhaite, c'est quoi son désir. Et à ce moment-là aussi, il est en mesure de nous dire pourquoi il souhaite ça. Alors, il faut s'adapter à chaque enfant. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de règle, vous savez, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de règle écrite claire qui dit quand tu représentes un enfant, c'est ça ton mandat, puis tu dois le faire de telle manière. Le barreau, il y a quelques années, avait fait 2 mémoires, a émis certaines lignes directrices, mais c'est vraiment des lignes directrices qui sont là pour... c'est des guides, finalement, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis comme je dis, il faut toujours faire attention aux automatismes puis de dire « Ah, ben c'est un enfant qui a 6 ans, donc c'est un mandat légal. » Peut-être pas. Peut-être que même s'il a 6 ans, il y a des choses à dire, puis à ce moment-là, il est peut-être capable de justifier certaines choses qui font que ce ne sera pas un mandat légal. Et bien évidemment, les enfants, souvent de 12 ans et plus, qui ont une plus grande maturité et qui sont plus en mesure de nous dire ce qu'ils souhaitent, bien souvent, ça va être ce qu'on appelle un mandat conventionnel. Et à ce moment-là, ce qui est très important de se rappeler, c'est que on a le même secret professionnel à l'égard d'un enfant que d'un adulte. Donc, on ne peut pas divulguer certaines choses qu'il ne veut pas qu'on mentionne. On est lié par le mandat qu'il nous donne. Donc, même si on pense que ce n'est pas dans son intérêt ce qu'il nous demande, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il nous demande. On ne peut pas dire au juge. On ne peut pas plaider à l'encontre de son mandat. Donc, parfois, ça peut paraître un peu bizarre que l'avocat de l'enfant, on a l'impression qu'il va plaider quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de son client, mais il faut se rappeler que quand on est sur un mandat conventionnel, on le traite finalement comme s'il était un adulte. Donc, on respecte le secret professionnel, on respecte le mandat qu'il nous donne et on respecte son désir et son choix
devant le tribunal. Juste une petite question par rapport à ça. Comment vous trouvez ça, vous, mettons, plaider à l'encontre, finalement, lui, il pense que c'est dans son intérêt, mais peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose de mieux. Comment que vous trouvez ça personnellement, puis comment vous ajustez à ça, parce que ça ne doit pas être facile, là, finalement, là, faire ça? Bien, il faut se rappeler que premièrement, quand on est avocat, vous savez, on a 2 volets. On doit conseiller notre client et le représenter. C'est 2 volets différents dans le sens où ce n'est pas parce qu'un enfant me demande quelque chose que je ne peux pas discuter avec lui puis essayer de lui conseiller autre chose. Donc, parfois, dans la relation qu'on va avoir avec lui dans notre bureau, on va essayer de lui faire comprendre certaines choses, de lui expliquer, par exemple, que, je ne sais pas, moi, le juge peut-être ne verra pas ça de la même façon que lui, qu'il y a peut-être des choses à perdre en ayant cette position-là pour telle raison, telle raison. Alors, on va essayer parfois avec lui de faire un travail en amont avant qu'on aille devant le juge pour, sans nécessairement des fois le faire changer d'idée, mais lui faire voir une autre façon de voir. Mais à partir du moment où on fait ça et où l'enfant n'en démarre pas, après ça, je pense que ça fait partie de notre rôle comme avocat, que ce soit de toute façon avec un adulte ou avec un enfant. On n'est pas obligé de représenter un client. Donc, si vraiment on pense que ça n'a aucun bon sens puis qu'on n'est pas à l'aise de défendre une position devant le tribunal, on peut toujours dire à l'enfant, moi, dans ce contexte-là, je ne te représenterai pas et je vais te référer à quelqu'un d'autre. Mais je vous dirais que dans la plupart des cas, quand on a essayé pas de le convaincre, mais de lui faire voir un autre côté à la médaille, puis que c'est pas possible. À ce moment-là, moi, je me dis toujours, il a le droit, au même titre qu'une autre personne, d'être représenté, d'être bien représenté. Alors, je fais de mon mieux pour défendre ses intérêts. Et on se rappelle toujours qu'en dernier bout de ligne, c'est le juge qui va décider. Et ça, je pense que c'est important que l'enfant le sache, parce que souvent, on leur dit, tu sais, toi, tu veux ça, mais à la fin, c'est le juge qui décide, puis tu vas être obligé de respecter ce qu'il va avoir décidé. Et à ce moment-là, je pense qu'ils comprennent qu'on joue notre rôle, puis à la fin, c'est le tribunal qui décide. Puis je vous dirais que la plupart du temps, même si les enfants ne sont pas toujours d'accord, ils finissent quand même ils acceptent quand même la décision, l'autorité, puis même si au départ, ça ne fait pas leur affaire. Parfait, merci beaucoup. C'était super clair comme explication. Dans votre témoignage à la commission, vous avez mentionné que seulement l'article 80 de la LPJ traite du rôle de l'avocat. Est-ce que ça s'entraîne des problèmes? Est-ce que vous auriez des solutions à proposer? Le principal problème, je trouve, tout d'abord, c'est dans la façon dont il est rédigé, cet article-là. Premièrement, il dit que l'enfant a droit à un avocat s'il a des intérêts opposés à ceux de ses parents. Pour moi, ça pose une problématique parce que il y a bien des parents qui pourraient dire moi, mon enfant, il a la même position que moi, fait que pourquoi il ne peut pas avoir le même avocat que moi? Sauf que c'est sûr qu'on le sait tous, là, les parents, c'est des gens importants dans la vie des enfants. Ça peut être assez facile d'influencer un enfant ou de l'amener à penser comme nous. Donc, dans la vraie vie, c'est vrai que la plupart du temps, il y a un avocat qui est désigné pour représenter l'enfant et que ce n'est pas le même que celui d'un parent. Là. Je ne vous dis pas que dans la vie de tous les jours, c'est un problème récurrent parce que les parents demandent tout le temps que ce soit le même avocat. Ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, ça a posé des problèmes parce qu'effectivement, il y a certains parents qui ont demandé d'avoir le même avocat ou de choisir l'avocat. Ça aussi, je trouve que c'est problématique. Donc, je me dis, c'est déjà la façon de faire que l'enfant ait un avocat propre à lui qui défend ses intérêts. Alors, pourquoi pas l'inscrire dans la loi comme ça se fait dans les faits pour éviter toute ambiguïté. L'autre aspect aussi qui n'est pas toujours évident, je trouve, avec l'article 80, c'est que pour les parents, par exemple, le problème que je rencontre le plus souvent, c'est je vais demander aux parents d'amener l'enfant, par exemple, dans ma salle d'attente pour le rencontrer à mon bureau. Et les parents, souvent, vont vouloir entrer dans le bureau avec moi, vont me dire pourquoi je n'ai pas le droit d'assister. C'est mon enfant, tu ne le rencontreras pas tout seul.
Donc, ça pose des problèmes. Et là, souvent, je suis obligée de leur expliquer, de leur dire, vous savez, votre enfant, il a droit à un avocat. Moi, je dois m'assurer du respect du secret professionnel. Bon. Et souvent, ils vont me dire, c'est écrit où, ça? Je ne peux pas vraiment leur dire que c'est écrit dans la loi noir sur blanc, c'est pas écrit. Mais tu sais, ça découle un peu de tout. Oui, ça découle un peu de l'article 80 qui dit que l'enfant a droit d'avoir un avocat qui représente ses intérêts quand ils sont opposés à ceux de son parent. Mais toute la notion du fait de rencontrer le client seul, de respecter le secret professionnel, de collaborer pour amener l'enfant à son avocat, bien, ça n'apparaît pas dans cet article-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fait notre passage à la commission, nous, on disait, mettons-le noir sur blanc. Puis ça va nous éviter bien des problèmes. Puis ça va nous amener aussi à une espèce de statut neutre. Hein? Dans le sens où l'enfant, là, il sait, il s'en vient rencontrer son avocat, là, il sait que son parent ne rentrera pas, que ça va être confidentiel, qu'il peut se confier à nous. Parce que c'est ça aussi qui les enfants ont de la difficulté souvent à comprendre. Parce qu'ils rencontrent l'intervenante sociale. Puis comprendre pour eux, c'est quoi la différence entre l'avocat et l'intervenant social, c'est difficile parce qu'on pose souvent un peu les mêmes questions, on essaye de connaître un peu l'enfant et tout ça. Mais ce qui nous distingue le plus, c'est le secret professionnel. L'intervenant social, lui, si l'enfant lui dit « Papa m'a frappé », ça va être écrit dans le rapport. Là. Moi, si l'enfant me dit « Papa m'a frappé puis je ne veux pas que tu le dises », bien, je ne le dirai pas. Alors, c'est un aspect... c'est vraiment un aspect important où l'enfant peut se confier en toute confiance. Donc, il faut préserver cet aspect de neutralité où l'enfant peut parler. Puis, est-ce que vous pensez justement que votre rôle en tant qu'avocate de l'enfant, parce que moi, personnellement, avant d'arriver en droit, je ne savais pas qu'un enfant pouvait avoir un avocat au final. Est-ce que vous pensez que votre rôle devrait être plus, comment je dirais ça, plus montré, finalement? Plus connu? Oui, c'est ça. Oui, je dirais oui parce que je suis au même point que vous. Quand j'ai commencé en droit il y a 20 ans, je ne savais pas moi non plus que les enfants pouvaient avoir des avocats, que ce soit en droit familial ou que ce soit en droit de la jeunesse. C'était quelque chose qui m'était bien inconnu. Puis je me souviens encore de la première fois où j'ai rencontré des enfants et où mon maître de stage, je suis allée le voir et j'ai dit « OK, je représente des enfants, mais qu'est-ce que je fais? » J'avais aucune idée de c'était quoi mon rôle, il fallait que je fasse quoi. Puis il m'avait dit, ben, va les voir chez eux. Ah, OK. Alors, j'étais partie, puis j'étais allée, puis il était plusieurs, là, de mémoire, il était 4, 5 ou 6. J'avais une fratrie au grand complet. Et bon, je m'étais présentée dans le milieu et tout ça, puis j'avais vu les enfants. Et puis, mais effectivement, c'est un rôle qui est vraiment méconnu. Et je pense qu'il y aurait intérêt à le faire connaître. Puis je trouve ça bien intéressant aujourd'hui qu'on puisse en discuter. Peut-être qu'on pourra amener certains jeunes avocats à se tourner vers cette pratique-là. Mais c'est vraiment, c'est tellement un rôle enrichissant parce qu'on fait du droit, mais on fait aussi beaucoup comment je dirais ça? C'est un droit tellement humain, tellement qui vient toucher à tellement de sphères. On touche à tous les aspects, que ce soit médical, psychologique de l'enfant, c'est son stade de développement. C'est vraiment un droit riche, je trouve, à tous les niveaux. Même au niveau juridique, parce que ça, c'est un autre mythe, je vous dirais, où on nous dit tout le temps « Ah, les avocats qui pratiquent en jeunesse ou qui pratiquent en droit de l'enfant, ils ne font pas vraiment du droit. » C'est des avocats qui plaident jamais les articles. Ils sont juste là pour parler aux enfants, là, puis leur donner des bonbons puis jouer avec eux. Là. Mais quand on prend son rôle au sérieux, je veux dire, les enfants, ils en ont plein de droits, puis il peut y avoir un beau travail à faire pour pas juste défendre leurs désirs, mais c'est ça, s'assurer que leurs droits dans la loi soient respectés. Camille et moi, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut pratiquer. Mm-hmm. Et on trouve aussi, comme sûrement que vous allez nous le trouver aussi, que la formation des avocats est un peu faible en jeunesse. À l'UQAM, on a un cours sur le droit de la protection de la jeunesse et moi, avec Camille, on l'a fait, super enrichissant et tout. Mais après ce cours-là,
on n'a pas d'autres formations, alors que justement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'aspects psychologiques à prendre en compte. C'est vraiment un domaine qui regroupe beaucoup de choses, très large. Est-ce que vous trouvez qu'il devrait avoir une formation plus poussée pour répondre justement aux besoins des enfants? Parce qu'aussi, comme je disais en exemple cette semaine à d'autres personnes, par exemple, on a beaucoup de cours de droit des affaires. J'ai l'impression que j'ai plus de cours de droit des affaires alors que ça m'intéresse absolument pas. J'en ai en droit des enfants alors que je sais depuis ma première journée que c'est ça que je veux faire. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une meilleure formation pendant le bac, au barreau, après le barreau? Bien, oui, clairement. Puis quand on est allé à la commission Laurent, on l'a dit, on l'a répété que selon nous, si on veut intéresser des gens aux droits de la jeunesse, bien, il faut qu'ils soient plus connus. Malheureusement, on parle du droit de la jeunesse seulement depuis le décès de la petite fillette de Granby. Avant ça, je ne sais pas si de votre côté, vous avez souvenir qu'on a déjà parlé de ça, mais moi, puis c'était, je vous dirais, c'était notre principal irritant quand on était en comité au barreau du Québec. On se disait tout le temps, ben oui, nous autres, le droit de la jeunesse, on n'est pas important, puis personne ne parle jamais de nous, puis tu sais, c'est ça, je vous dis souvent, on dirait qu'on a l'impression qu'on ne fait pas du vrai droit. Donc, bon, s'il a fallu un drame pour qu'on s'intéresse à ce qui se passait en matière de protection de la jeunesse, c'est très triste qu'on en soit arrivé là pour que ce soit ça. Mais une fois ça dit, ben, profitons, je pense, du momentum pour s'assurer effectivement que tout le monde travaille dans le même sens. Je pense que le barreau a des choses à faire pour mettre en ligne, parce que, même chose, une fois qu'on est avocat, il y a très peu de formation en matière de protection de la jeunesse. À l'aide juridique, nous avons des journées de formation en fonction de nos champs de pratique. Comme on pratique beaucoup en jeunesse, on a la chance d'en avoir plus que la moyenne. Mais pour tous les autres avocats qui ne pratiquent pas à l'aide juridique, il n'y a pas beaucoup de formation en matière de droit de la jeunesse. Fait que ça, je pense que ça aurait le mérite d'être bonifié. Ça aurait le mérite d'être bonifié aussi à l'université. Comme vous dites, vous avez un cours, à ma connaissance, c'est la seule université où il y en a. Dans toutes les autres, il n'y en a pas. Donc, il faut, oui, je pense qu'il faut susciter l'intérêt. Et même, je vous dirais, j'irais même plus loin en disant que ce serait peut-être intéressant de développer des compétences un peu en dehors du droit, là. Vraiment de jumeler ça à, par exemple, un cours en psychologie de l'enfance ou sur la théorie de l'attachement ou sur, par exemple, les impacts chez les enfants de la violence conjugale à la maison. Il y a toutes sortes là, de moyens, je trouve, où on pourrait bonifier. Parce que, comme on le disait tantôt, c'est un droit large. Comment tu t'adresses à un enfant qui a un trouble de l'attachement? Tu sais, il y a des enfants, je me souviens d'un enfant, à un moment donné, il avait un trouble de l'attachement, puis il était rendu plus vieux, puis à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu as un trouble de l'attachement? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il m'a dit non. Fait que j'ai essayé de lui expliquer dans mes mots à moi ce que je comprenais que c'était un trouble de l'attachement. Et puis, quand j'ai eu fini, il m'a dit « Ah, bien, je me reconnais là-dedans, c'est moi. » Alors, voyez-vous, au niveau médical, probablement qu'il savait qu'il y avait un trouble de l'attachement. Il a dit « Tu sais, toi, tu as un trouble de l'attachement. » Ah, OK, oui, j'ai un trouble de l'attachement. Bon. Quand il voit la DPJ dit « Ouais, toi, tu as un trouble de l'attachement. » Donc, on va faire « Ah, oui, OK. » Mais pour lui, c'est des mots, là, ça ne résonne à rien. Il faut être capable d'expliquer, de vulgariser, de mettre ça concret. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est ça qui est pas toujours facile. Parce que mettre en mots concrets le travail qu'on fait, tu sais, expliquer à un enfant, c'est quoi, concrètement, qu'est-ce que je fais pour lui, là? Ça aussi, c'est pas toujours simple. Fait qu'il faut s'adapter. Des fois, on en dit un petit peu plus, des fois, on en dit un petit peu moins, dépendant du degré de maturité. Mais clairement, aussi, comment s'adresser à un enfant. Je veux dire, tu peux pas commencer une entrevue avec un enfant puis dire oui, bon, alors toi, il y a 3 motifs de compromission. Est-ce que tu reconnais? Non. Allô, toi, tu vas à quelle école? Tu as quel âge? Oui, ça s'appelle comment ton professeur? Ça fait combien d'années que tu vas à cette école-là? As-tu des frères? Oui, tu as un poisson rouge. Comment il s'appelle ton poisson rouge? C'est important que tu l'écrives parce que la prochaine fois que tu vas y voir, la première question que tu vas y poser, c'est puis ton poisson rouge, comment il va?
Puis là, il va se rappeler de toi, tu sais, parce que tu lui as parlé de son poisson rouge, parce que tu lui as déjà... je suis allée voir un petit garçon ce matin, il y a 3 ans, et puis dans sa famille d'accueil. Puis là, il me raconte que c'était sa fête hier. Puis que là, il y a des sous, puis qu'il les a mis dans un petit mini-coffre. Alors là, je lui ai dit « Ah, mais mon Dieu, je ne savais pas que c'était ton anniversaire. » Je dis « Attends, je pense qu'il me reste des sous, je vais t'en donner. » Fait que là, tu sais, j'ai ouvert, j'ai donné un 2 ou whatever. Et là, écoute, c'est sûr que si je le revois, il va dire « Oui, tu m'avais donné des sous pour mettre dans mon coffre. » C'est des petites choses. Une enfant que je suis déjà allée voir, puis j'avais un veston rouge, puis elle me parlait de quelqu'un, puis elle m'avait dit, ben ça, c'est la madame à la veste bleue. Puis j'avais dit, ah ben moi, je vais m'appeler la madame au veston rouge. Puis elle m'avait dit oui. Mais quand je suis retournée la voir, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Elle dit, oui, toi, tu es la madame à la veste rouge. Il faut juste trouver le moyen de créer un petit lien, un petit quelque chose qui fait que la fois d'après, ils se rappellent qui on est puis qu'est-ce qu'on fait pour eux. Le truc, c'est de s'intéresser à eux. Trop souvent, on les écoute pas, on trouve qu'ils sont turbulents, on trouve que c'est souvent des enfants qui ont des difficultés. Alors, puis il y a une enfant, vous savez, ça doit faire, je pense que depuis qu'elle a 7 ou 8 ans, mais c'est pas avant que je la connais, bien, à chaque fois que je la vois, on joue au bonhomme pendu. Puis quand j'arrive, elle me dit toujours, on va-tu avoir le temps de jouer au bonhomme pendu? Puis je dis toujours, oui, on va prendre le temps, on va prendre 15-20 minutes, puis on va jouer au bonhomme pendu. Mais c'est des petites choses, mais qui font toute la différence. Selon moi, en tout cas. C'est ça, je pense que ça vient chercher aussi l'accessibilité finalement à la justice pour les enfants. Tu sais, je vais laisser Elisabeth renchérir là-dessus, là, mais tu sais, ils se connaissent, mettons, là, vous parlez par exemple d'un enfant qui ne connaissait même pas finalement, il savait son diagnostic, mais il ne savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais. Peut-être que la formation des avocats là-dedans peut aider finalement les enfants à connaître, comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux là, au final. Je pense que ça devrait servir à ça, oui. Et c'est ça aussi, développer des compétences connexes au droit. C'est important pour justement que les enfants se sentent qu'ils sont écoutés. Vous en avez parlé beaucoup dans votre témoignage aussi, que les enfants ne se sentent pas écoutés. Aussi, vous avez parlé qu'ils n'ont pas accès à l'information sur leur dossier. Donc, c'est ça, que l'information, peut-être la transmission d'informations des enfants avec les autres intervenants, peut-être que ça manque, on ne les écoute pas assez. Bien, là-dessus, ce que je tentais de faire beaucoup ressortir, c'est le fait qu'on pense beaucoup pour eux. On veut beaucoup les protéger, puis c'est vrai, c'est le but de la loi, hein, de protéger les enfants. Mais moi, je me dis toujours jusqu'à quel point. C'est triste, je trouve, quand je rencontre un enfant puis je lui demande « Est-ce que tu sais pourquoi tu es en famille d'accueil? » puis qu'il me répond non. Pour moi, parce que pour lui, ça ne fait pas de sens. S'il te répond non, c'est parce que pour lui, ça ne fait pas de sens. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Donc, pour moi, c'est qu'il y a un bout de l'histoire qui lui manque. C'est correct de ne pas tout dire aux enfants. Je veux dire, on n'est pas obligé de dire « Écoute, ta maman, on l'a retrouvée dans le fond d'une ruelle, elle était totalement intoxiquée, puis elle ne pouvait pas s'occuper de toi. » On n'est pas obligé de dire ça à un enfant, c'est sûr. Mais entre pas lui dire ça, puis juste lui dire, tu sais, maman, elle avait besoin de repos. Fait que là, elle ne peut pas s'occuper de toi. OK. Mais la prochaine question de l'enfant, c'est quand est-ce que maman elle a plus besoin de repos? Quand est-ce que je retourne? Fait que là, s'il n'y a pas de réponse puis qu'il reste toujours dans le néant, l'enfant, pour lui, encore une fois, ça ne fait pas de sens. Fait qu'il faut trouver le juste milieu. Puis comme je le disais tantôt, je pense que c'est ça, le mot d'ordre, c'est s'adapter à l'enfant. Il y en a qui sont capables d'en prendre plus puis qu'on peut leur en dire plus pour qu'ils comprennent puis que le projet, dans le fond, dans lequel on les porte ou on les amène, fasse du sens pour eux puis qu'ils le comprennent, puis même qu'ils en viennent à être d'accord avec ça. C'est toute la différence du monde. Que de toujours, l'enfant ait l'impression qu'on lui impose des choses, puis qu'il ne comprend pas ce qui se passe, puis qu'à chaque fois, on lui impose encore autre chose avec laquelle il n'est pas d'accord. C'est pour ça que je trouve ça important qu'ils aient accès à l'information. Comme je dis, on n'est pas obligé de tout dire, mais il faut en dire suffisamment pour dire « Regarde, tu es en famille d'accueil parce que papa et maman, ils se chicanaient tout le temps. Puis des fois, ça arrivait que la police allait à la maison. Puis
toi, ça te réveillait, puis tu n'étais pas bien là-dedans. Puis là, tu vois, depuis que tu es chez monsieur puis madame une telle, hein, il n'y en a pas de chicane à la maison, la police n'y va pas, puis toi, tu peux aller à l'école, puis tu peux te concentrer. Ça se dit, ça. Mais on peut pas toujours c'est sûr que, comme je dis, il faut s'adapter. Là. Un enfant de 8, 9, 10 ans peut comprendre ça. Je ne dirais peut-être pas ça, un enfant de 4 ans, c'est certain, là. Mais il faut en dire suffisamment pour que l'enfant comprenne. Pour moi, en tout cas, là, c'est... Et puis, je trouve que trop souvent, sous le couvert de dire on les protège tellement que pour eux, ça fait pas de sens. Puis ça amène d'autres réactions où ils disent « Moi, j'aime pas la DPJ, j'aime pas parce qu'ils m'écoutent jamais. Dans le fond, c'est juste parce qu'ils se sentent pas compris. Dans votre témoignage, vous aviez dit, là, entre autres, que la loi sur l'aide juridique, ça prévoit, dans le fond, que certains enfants sont éligibles à l'aide juridique, mais que d'autres, non. Puis moi, ça m'a surprise parce que techniquement, un enfant devrait tellement pouvoir avoir un avocat gratuitement, même à l'âge peut-être de 17 ans où est-ce qu'on a un salaire, puis c'est pas à 17 ans qu'on peut payer un avocat, là. Puis, est-ce que vous pensez que ça devrait être modifié, ça devrait être changé, qu'il y ait un programme ou quelque chose qui soit mis en place pour ces enfants-là? Oui. En fait, oui, clairement, c'est ce qu'on a dit à la commission. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui nous brise tout le cœur là, quand on travaille à l'aide juridique, parce que dans les faits, tous les enfants qui ont moins de 14 ans en matière de protection de la jeunesse là, sont admis gratuitement là, à l'aide juridique. Mais quand ils ont 14 ans et plus, on doit faire leur admissibilité à l'aide juridique. Donc, on doit leur demander leur compte bancaire, s'ils ont des talons de paye, s'ils ont fait des rapports d'impôts, puis on doit vérifier s'ils sont éligibles à l'aide juridique. Et c'est quand même, je ne vous dis pas que ça arrive tout le temps, là. En règle générale, les enfants sont admissibles à l'aide juridique, mais ça arrive quand même assez régulièrement que les enfants de 14 ans et plus jusqu'à 17 ans et demi et 3/4 ont des emplois, ont mis un petit peu d'argent de côté pour s'acheter une voiture ou un scooter. Et des fois, ils vont faire juste un petit peu trop d'argent pour ne pas être admissible à l'aide juridique, mais plus souvent qu'autrement pour être admissible, mais en ayant un montant à payer. Et ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça me brise le cœur d'être obligé de dire à un enfant qui a mis 3 500 $ de côté pour s'acheter un scooter qu'il va devoir me payer 300 $. T'sais. Alors que probablement qu'il a travaillé fort pour ramasser ses sous et je ne peux pas passer à côté. Donc, pour nous, puis on se rappellera que quand l'enfant il est devant le tribunal de la jeunesse, là, c'est rare que c'est de sa faute. À moins que ce soit un trouble de comportement sérieux. La plupart du temps, c'est parce que ses parents n'ont pas subvenu à ses besoins. Donc, pourquoi lui aurait à payer pour avoir un avocat et se défendre alors qu'il n'a pas demandé d'être là, lui? Donc, on est tout à fait d'accord avec ça. Et la Commission des services juridiques là, va faire des revendications au niveau gouvernemental pour que ça soit modifié. Puis est-ce que ça pourrait amener, par exemple, un parent qui se dit « mon enfant, il faut qu'il paye » à lui payer finalement un avocat lui-même, puis à choisir finalement l'avocat de son choix pour son enfant? Ça pourrait aller jusqu'à ça, effectivement. Ce qu'on voit plus souvent, malheureusement, c'est que l'enfant se représente seul. Puis à ce moment-là, il est moins informé de la situation, de ce qui se passe à la cour. Exact. Puis là, ça peut donner lieu à des drôles de comment je pourrais dire ça, où l'enfant va se présenter au tribunal, là, il veut témoigner, son parent va le contre-interroger. Si le parent lui-même n'est pas représenté, parce que ça arrive aussi quand même assez régulièrement là, que des parents n'ont pas d'avocat. Donc, soit que le juge est là pour faire un certain travail, mais je trouve pas que c'est... Je pense que les enfants méritent mieux que ça. Je pense qu'ils méritent... ils méritent d'avoir le droit d'avoir un avocat, même si, dans le fond, c'est pour être de consentement, mais qu'ils aient au moins eu l'occasion de parler avec un avocat puis de dire « Je me mets-tu les pieds dans un plat, là, moi, si je dis oui à ça? » ou « Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? » ou souvent, même, ça va être juste... tu sais, qu'ils n'ont pas eu le courage de dire à l'intervenante qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça.
Et là, quand ils viennent te voir, ils disent, ben ouais, j'y ai dit oui, mais dans le fond, je n'étais pas vraiment d'accord. Ah, bon, ben, tu sais, je vais être ton porte-parole, là. Je vais y aller, moi, puis je vais le dire que tu n'es pas d'accord. Tu sais. Peut-être que ça ne changera pas la décision, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais souvent, la peur de déplaire fait qu'il y a mieux pas le Et dire. puis juste aussi, tu sais, je veux dire, par rapport, comme vous disiez, là, les parents, c'est pas l'enfant qui s'est mis dans cette situation, fait que c'est juste finalement que l'enfant ait le droit d'être représenté gratuitement versus parce que c'est pas lui qui s'est mis dans cette situation-là. C'est ça. On voulait peut-être aborder un peu le recours en lésion de droit, parce que là, c'est sûr qu'avec les événements, la commission, on se demande si l'enfant a des droits, mais il y a aussi des recours. Puis, peut-être si vous pouvez nous dire à quel moment que l'enfant a le droit, finalement, d'avoir un recours en lésion de droit. OK. Bien, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que le recours en lésion de droit, ce n'est pas un recours autonome. C'est-à-dire que ce n'est pas une requête qui existe en soi. C'est un recours accessoire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas me lever un matin, prendre le dossier d'un client et dire « Hey, ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans ce dossier-là, je vais aller faire une lésion de droit. » Je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait déjà devant la Cour une autre procédure, que ce soit une demande en protection, une demande en révision, une demande en prolongation. Il faut déjà qu'il y ait une procédure devant la Cour. Et là, quand il y a une procédure devant la Cour, si comme avocat de l'enfant ou comme avocat d'un parent, peu importe, je me rends compte qu'effectivement, les droits de l'enfant n'ont pas été respectés et que ça a eu des impacts sur lui, et que je veux le souligner au tribunal, là, je peux prendre ce recours-là, qui est un recours en lésion de droit. C'est un recours, comment je pourrais dire ça, qui est évidemment qui arrive toujours après les événements. Souvent, je veux dire, souvent, ce qu'on fait dans une lésion de droit, c'est qu'on constate. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ça ne respectait pas les règles, etc. Et là, l'enfant en a subi des conséquences. Ceci dit, je ne suis même pas obligée de prouver que l'enfant en a subi des conséquences. J'ai juste à prouver que son droit n'a pas été respecté. Ça, c'est la base. Mais c'est un recours qui est intéressant, je trouve, pour des fois obliger un petit peu l'organisation à faire un examen de conscience sur l'importance de respecter les principes prévus à la loi. Mais c'est un recours qui, dans les faits, ne donne pas... comment je pourrais dire ça? Vous savez, souvent, ce que ça va prévoir, un recours en lésion de droit, c'est que ça va blâmer, par exemple, la DPJ de ne pas avoir fait telle chose, telle chose. Ça va dire qu'on va demander au directeur de la protection de la jeunesse de changer sa façon de faire dans telle situation parce que ça ne respecte pas la loi ou parce que ça fait que l'enfant n'est pas protégé. Ça peut être, souvent, ça va être qu'on va obliger le directeur, par exemple, à donner le service qu'il n'a pas donné, que ce soit un suivi psychologique, un éducateur de milieu. Et à ce moment-là, ça va être aux frais de l'institution, souvent. Ça peut être aussi de, je ne sais pas moi, de s'assurer, par exemple, qu'il va y avoir de la formation qui va être donnée à cet intervenant-là parce qu'il a fait quelque chose qui ne respectait pas les règles de l'art et qu'on ne veut surtout pas que ça se reproduise. Donc, c'est pas si... En tout cas, oui, il y a certaines choses qui peuvent être concrètes dans la vie de l'enfant, comme le psychologue, par exemple, mais pour le reste, ça demeure un peu au niveau des grands principes. Je vais dire ça comme ça, où on veut essayer un peu de changer le système. Et comme la mesure doit vraiment avoir un lien avec l'enfant, okay, je peux pas dire demande que la DPJ, à travers la province, change ses façons de faire. Je ne peux pas faire ça. Il faut vraiment que ça soit spécifique en fonction de l'enfant que j'ai devant moi. Donc, c'est des micro changements, pas macro, micro. Donc, c'est un peu limité comme... je vous dirais que l'effet peut-être le plus important que ça a, c'est quand c'est rapporté dans les médias, puis que là, on en parle, puis que là, on se met à talonner par la suite pour dire comment ça que c'est comme ça, puis ça n'a pas d'allure, puis ça donne lieu à des reportages, puis des choses comme ça. Mais tu sais, concrètement, c'est pas ça qui change le plus la vie des enfants, tu sais. Alors, oui, c'est un recours intéressant. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus dire « Ah, ben ça ne donne rien dans le fond, fait que je ne le fais pas. » Au contraire, je pense que si les avocats dans les dossiers s'assurent que c'est respecté, ben on a plus de chances que le système fonctionne
que l'inverse. Parce que c'est sûr que si on laisse tout le temps aller, bien, à un moment donné, on voit des affaires toujours de pire en pire, puis à un moment donné, il va arriver des drames, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Est-ce que ça pourrait arriver une situation où est-ce que, par exemple, un recours en liaison de droit serait possible dans le cas où un enfant serait oublié, entre guillemets, dans un centre de réadaptation, dans le sens que, par exemple, une ordonnance ordonnait que l'enfant soit placé jusqu'à telle date en centre de réadaptation et ensuite confié à ses parents, etc. Est-ce que, dans un cas comme ça pourrait arriver un recours en liaison de droit ou est-ce que, Oui. par exemple, une ordonnance est échue, que là, on n'est pas à la cour, est-ce que ça arrive? Oui, ça pourrait arriver, effectivement, parce qu'à ce moment-là, la loi ne serait pas respectée. C'est sûr que, par exemple, ça n'arrive pas fréquemment, mais ça arrive quelquefois que, par exemple, effectivement, on est sous le couvert d'une ordonnance et là, pour une raison X, l'intervenant a oublié de faire sa révision puis de faire sa demande avant la fin de l'ordonnance. Alors là, ça déclenche souvent, la DPJ est obligée de refaire un signalement pour ramener le dossier à la cour. On pourrait faire une lésion de droit. Je vous dirais que souvent, on ne le fera pas parce que on recommence finalement. Là, on perd. En autant que l'enfant demeure où il est puis qu'il est protégé, je pense qu'on choisit nos batailles. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est sûr que si on commence à faire des lésions de droit à chaque fois que ce n'est pas respecté, on manquerait de temps. Puis deux, ça aurait un impact moindre. Je pense qu'il faut choisir ses batailles. Moi, je trouve que les cas les plus importants où il faut vraiment faire quelque chose, c'est souvent quand les enfants n'ont pas les services. Si le juge leur donnait un suivi psychologique, là, puis ça fait 9 mois, puis on est revenu à court, puis il ne l'a pas eu encore, là, ben, pour moi, ça c'est pas normal, puis il faut dénoncer ça. Dans les cas où, beaucoup par rapport au signalement des enfants, moi, je trouve ça important. La loi est là, il y a des règles claires qu'est-ce qui fait qu'un signalement doit être retenu, qu'on doit aviser la personne qui a signalé, etc., etc. Quand le processus de signalement n'est pas respecté, pour moi, ça fait que l'enfant n'est pas protégé à la base. Ça me dérange. Quand les délais, par exemple, là, à l'évaluation du signalement. Là, quand le signalement date du mois de mars, puis que finalement, il y a quelqu'un qui arrive au dossier au mois de septembre, là, ben, ça n'a pas d'allure. Pour moi, vous quelqu'un, vous dites un intervenant, finalement? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, de la façon dont ça fonctionne, c'est quelqu'un fait un signalement. Là, il y a quelqu'un à la réception traitement des signalements qui décide si le signalement doit être retenu ou non pour évaluation. Techniquement, la personne qui est à la rétention du signalement, elle est au téléphone et habituellement, dans 3 jours, elle est supposée de prendre la décision. Elle le retient-tu ou elle ne retient pas le signalement? Bien, j'ai vu des dossiers où 3 mois plus tard, la décision n'était pas prise encore. Bien, ça n'a pas de bon sens, là. Ça veut dire que depuis que la personne a appelé, il s'est écoulé 3 mois. Si la personne a dit que l'enfant avait été victime de mauvais traitement, là, bien, ça n'a pas de bon sens qu'on aille voir 3 mois plus tard, c'était-tu vrai? Même chose, après ça, s'il a décidé que oui, il retient le signalement puis qu'il l'envoie à l'évaluation, c'est un intervenant qui va aller dans le milieu. Mais des fois, entre le moment où on assigne le dossier à l'intervenant puis au moment où il arrive dans le milieu, il s'écoule 3 autres mois. Voyez-vous comment ça n'a aucun bon sens, là? Il vient déjà de s'écouler 6 mois, là. Mm-hmm. Et là, l'intervenant arrive dans le dossier, puis là, il nous dit « Ah, mon Dieu, c'est épouvantable! On se présente à la cour sur une urgence. » Mais oui, mais si tu t'étais présenté il y a 6 mois, là, peut-être qu'on aurait pu référer ces gens-là qui avaient des difficultés au CLSC. Peut-être qu'on serait intervenu immédiatement parce que déjà la situation était problématique. On aurait dit ça n'a pas d'allure. On va signer une entente, on va vous donner des services. Là, ce que ça fait, c'est que la situation se dégrade, se détériore, puis là, on se met à agir en urgence. Mais quand un enfant arrive en urgence à la cour, là, c'est pas pareil comme rencontrer son avocat dans son bureau. Là. Il arrive à la cour, il connaît personne, il me connaît pas. J'arrive dans un bureau, j'ai 5 minutes pour y parler, pour y expliquer tout ce qui se passe. Ça part mal. C'est toutes des petites choses qui ont des impacts sur le reste. Puis ça, c'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Puis je me dis, ça vaut la peine de le mentionner. Beaucoup aussi le manque de formation. Dans les dernières années, c'est ce que je déplore le plus.
c'est que j'ai vraiment l'impression que, oui, on a des intervenants de bonne volonté qui veulent, mais qui ne comprennent pas c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur... qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et là, ben, ça fait que quand ils n'ont pas la formation adéquate, ben, et là, je ne parle pas nécessairement de la formation clinique, là, parce qu'ils sont très, très bons au niveau terrain et tout ça, mais il faut que tu comprennes comment ça marche au niveau juridique. C'est quoi le critère de me présenter à la cour? Peux-tu me présenter? Je peux-tu pas me présenter? Puis si je fais telle affaire, c'est quoi la conséquence? Mais souvent, on dirait qu'ils ne savent pas trop, puis je ne suis pas sûre que les autres intervenants dans la boîte le savent plus. Ça fait que là, à un moment donné, ils ne savent plus trop à qui se référer, fait qu'ils prennent des décisions qui, souvent, ne respectent pas ce que la loi prévoit. Et là, ça amène un paquet de problèmes. Donc, c'est pas le rôle de l'avocat de la DPJ, tu sais, je veux dire, oui, de répondre à ces intervenants-là. mais encore faut-il que les intervenants les interpellent. Et souvent, c'est un peu ça que je déplore, c'est que les intervenants sont sur le terrain, puis ce sont de jeunes intervenants qui ont souvent peu d'expérience, comme je vous dis, qui veulent beaucoup, qui, je pense, ont une bonne formation de base dans leur travail social, ça va, mais que là, quand ils ont à intervenir en urgence, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Et là, ben, ils se réfèrent à leur chef réviseur ou chef de service ou coordonnateur clinique. Et ils ne consultent pas toujours les avocats pour savoir, je peux-tu faire ça, je serais-tu mieux de faire ça? Donc, ça fait que pas toujours les meilleures décisions qui sont prises, où on arrive devant la cour, puis là, on regarde ça, puis on se dit, mais voyons donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Alors, comme nous, on a, je trouve, l'obligation d'aller chercher des compétences à l'extérieur du droit, hein, comme je disais tantôt, d'aller chercher un peu de compétences en psychologie, en travail social, pour être capable de bien faire notre travail. Bien, je pense qu'un intervenant social doit avoir une petite base. Je ne demande pas de faire un cours de droit, mais une petite base de savoir, OK, quand je suis à l'évaluation du signalement, là, c'est quoi mes obligations? J'ai combien de temps pour évaluer à peu près? Il n'y a pas dans la loi, ce n'est pas écrit j'ai tant de temps, mais c'est quoi les balises que j'ai? Est-ce que je dois rencontrer les deux parents, l'enfant? Qui je rencontre? Comment je fais ça? Est-ce que je peux là, prendre la décision d'aller demander une mesure d'urgence? Puis si oui, c'est juste quoi le critère? OK? Puis jaser avec l'avocat, je le rencontre-tu, tu penses, le critère? Je pense que tout est interrelié. Nous, on a, je pense, un effort à faire au niveau social, puis je pense que de leur côté, des fois, au niveau de la formation, un petit peu plus poussé au niveau juridique, ça pourrait leur être utile aussi. Je pense que c'est d'ailleurs une des conclusions là, du rapport là, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, là, que la DPJ, il fallait une plus grande communication finalement entre les intervenants, entre les gens là, qui font partie finalement de la grosse machine de la DPJ. Là. Mm-hmm. On va voir si peut-être il va y avoir des recommandations par rapport à ça aussi. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai bien hâte, comme bien des gens, de lire le rapport de la Commission Laurent, voir ce qui va en ressortir. Peut-être que ça va totalement changer le portrait du droit de la jeunesse. Je ne connais pas l'avenir. C'est sûr que c'est un droit qui existe là, depuis déjà... je pense que c'est 1973 ou 74, là, la loi sur la protection, ou 77, enfin bref, dans les années 70. Mais alors, puis ça a évolué avec le temps, puis je pense que ça a évolué aussi, la loi sur la protection de la jeunesse, avec les connaissances qu'on a sur les enfants. On le sait, par exemple, que c'est depuis 2007, là, maintenant qu'on parle de projet de vie permanent, de continuité des soins, de stabilité des liens, de délais maximaux de placement, que l'enfant, c'est important, la stabilité, tout ça, c'est quand même relativement récent, là, depuis 2007. Alors, là, est-ce qu'on est rendu à une autre étape pour aller plus loin? Je ne sais pas. J'ai hâte de lire ce que la Commission va recommander, mais je pense que dans les prochaines années, le droit de la jeunesse va être encore passionnant et va être encore en pleine évolution. Pensez-vous que ça va amener des changements législatifs ou juste des changements au niveau peut-être de comment que ça fonctionne à la DPJ ou... J'ai pas de boule de cristal, là, mais je pense que ça va amener des changements législatifs. En tout cas,
de ce que j'ai entendu, parce que comme vous, je les ai écoutés, là, les audiences à la commission, je n'ai pas écouté tout le monde, mais j'ai écouté plusieurs intervenants. Alors, vous avez vu qu'il y a eu plein de débats sur l'article 3, l'article 4. Est-ce qu'on met un préambule à la loi? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime ou le milieu biologique? Alors ça, je pense que ça va sûrement faire partie du rapport Laurent. Et est-ce que, suite à ça, on va vouloir se rasseoir puis changer certaines choses? Peut-être. Si c'est le cas, en tout cas, c'est clair que si on veut changer ça, il va falloir faire des changements législatifs. Mais pour ce qui est du reste, comme je vous dis, il y a peut-être des choses qu'on peut bonifier, que ce soit l'article 80 ou... ça va être beaucoup de choses à regarder. Puis, possiblement, je pense que ça va passer par des modifications législatives. C'est ce qui termine le deuxième épisode du balado En famille présenté par le Comité de droit de la famille et de la jeunesse de l'UQAM. Nous tenons à remercier Maître Brousseau pour le temps qu'elle nous a accordé et de nous avoir si bien exposé les réalités qui entourent la pratique de l'avocat qui représente l'enfant dans les instances en protection de la jeunesse et aussi les enjeux qui s'y rapportent. Dans nos prochains épisodes, nous espérons pouvoir vous présenter une avocate qui représente les parents dans les instances en protection de la jeunesse et une avocate qui représente l'ADPJ dans ces instances également pour avoir un portrait complet de la protection de la jeunesse, mais également des enjeux qui entourent la commission Laurent. Donc ne manquez pas nos prochains épisodes.